Angie Dickinson le vouait vraiment plus de haine qu'à quiconque. Angie Dickinson est née Angeline Brown le 30 septembre 1931 à Colm, dans le Dakota du Nord. Ayant grandi dans une petite ville pendant la Grande Dépression, le début de la vie d'Angie a été façonné par des débuts modestes et de fortes valeurs familiales. Elle était la fille de Frederica et Leo Henry Brown, qui lui ont inculqué un profond sens de la discipline, de la résilience et de l'ambition. Sa famille a ensuite déménagé en Californie, où elle a été exposée à un monde plus glamour qui allait un jour façonner son destin. Après avoir obtenu son diplôme de l'Immaculate Heart College de Los Angeles, elle a brièvement travaillé comme secrétaire tout en nourrissant des rêves de devenir actrice. Sa beauté remarquable, combinée à son intelligence vive et à sa détermination, a rapidement attiré l'attention des découvreurs de talent, la mettant sur la voie de la célébrité à Hollywood. La carrière d'actrice de Dickinson a commencé dans les années 1950, un âge d'or d'Hollywood où la télévision s'imposait comme un média puissant. Elle a commencé par de petits rôles dans des westerns et des séries d'anthologie, construisant progressivement sa réputation d'actrice fiable et charismatique. Sa percée a eu lieu en 1956 lorsqu'elle a remporté un concours de beauté qui lui a donné de la visibilité à Hollywood. Peu de temps après, elle a été choisie pour jouer dans des films comme Gun the Man Down, 1956, aux côtés de James Harris et Rio Bravo, 1959, où elle a joué aux côtés de légendes comme John Wayne et Dean Martin. Sa performance dans Rio Bravo a été particulièrement importante car elle a mis en valeur sa capacité à se mesurer à des stars masculines. Plus grande que nature, en incarnant une femme forte mais vulnérable qui a apporté de la profondeur et du cœur à l'histoire. Ce film a cimenté sa réputation d'étoile montante à Hollywood. Les années 1960 et 1970 ont marqué le sommet de la carrière cinématographique d'Angie Dickinson. Elle est apparue dans une grande variété de genres, allant des drames réalistes aux comédies et aux thrillers. Notamment, elle a travaillé avec des réalisateurs tels que Howard Hawks, Don Siegel et Brian Delma, démontrant sa remarquable polyvalence. Elle a joué dans des films comme The Killers, 1964, un thriller policier où elle a joué aux côtés de Ronald Reagan dans son dernier rôle au cinéma, et Point Blanc, 1967, un classique intense du néo-noir qui l'a associé à Lee Marvin. L'un de ses rôles les plus controversés mais acclamés a été celui de Dressed to Kill, 1980, réalisé par Brian De Palma, où elle incarnait une femme empêtrée dans une toile de danger et d'intrigue psychologique. Sa volonté de prendre des risques et d'incarner des femmes complexes et nuancées a contribué à ouvrir la voie aux futures actrices d'Hollywood pour qu'elles adoptent des rôles plus audacieux et plus stimulants. Malgré sa carrière cinématographique réussie, Angie Dickinson est devenue un nom familier grâce à la télévision. En 1974, elle a assumé le rôle révolutionnaire de l'agent Susan Pepper Anderson dans le drame policier de NBC, La femme flic. Ce rôle était révolutionnaire à l'époque car Dickinson est devenue l'une des premières femmes à diriger une grande série dramatique sur un réseau dans une profession habituellement dominée par les hommes. Dans le rôle de Pepper Anderson, elle incarnait une policière forte, intelligente et compatissante, ce qui lui a valu les éloges de la critique et a brisé les barrières pour les femmes à la télévision. Sa performance lui a valu un Golden Globe Award et de nombreuses nominations aux Emmy Awards, et la série a été diffusée avec succès pendant 4 saisons, inspirant d'innombrables femmes à faire carrière dans les forces de l'ordre et façonnant les perceptions culturelles des femmes occupant des postes d'autorité. La carrière d'Angie Dickinson a duré des décennies et elle est restée active jusque dans les années 1990 et au début des années 2000, apparaissant dans des projets tels que Wild Palms, Un nouveau jour, 2000, et en tant qu'invitée vedette dans des émissions de télévision qui l'ont présentée à de jeunes générations. Son talent, sa beauté et son charisme lui ont permis de rester pertinente à travers différentes époques d'Hollywood, un exploit que peu d'actrices ont accompli. Elle représentait non seulement le glamour et la sophistication, mais incarnait également la force et l'indépendance,
servant de modèle aux femmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie du divertissement. La vie personnelle d'Angie Dickinson, tout comme sa carrière, a été remplie de chapitres de passion, de connexion et de complexité qui ont révélé différentes facettes de son personnage. Son premier mariage a été avec John Dickinson, une star du football universitaire dont la beauté, le charisme et la détermination athlétique ont fait de lui une célébrité locale bien avant qu'il ne se lance dans le commerce de l'électronique. Ils se sont mariés en 1952, à une époque où Angie faisait encore ses premiers pas à Hollywood. Cette union, en apparence, semblait porter toutes les promesses d'un couple américain parfait du milieu du siècle. Elle, une jeune femme sur le point de devenir une star, et lui, un homme ambitieux construisant sa propre carrière. Pourtant, en 1956, seulement 4 ans après leurs vœux, le couple s'était séparé. Le mariage a officiellement duré jusqu'en 1960. Mais son effondrement quelques années plus tôt laissait entrevoir la tension exercée par la carrière ascendante d'Angie, son indépendance croissante et les défis qui se posaient souvent lorsqu'un partenaire était propulsé sous les feux de la rampe hollywoodienne, tandis que l'autre suivait une voie professionnelle plus tranquille et plus conventionnelle. Malgré la séparation, Angie a choisi de garder son nom de famille, Dickinson, et il allait finalement devenir non seulement son nom professionnel, mais aussi une partie permanente de son identité, une décision qui suggère à la fois les attentes culturelles de l'époque et son sens de la continuité, même si elle avançait de son propre chef. Pendant son mariage avec Jean Dickinson, Angie a noué une amitié importante avec l'économiste John Kenneth Galbraith et sa femme Catherine. Les Galbraith étaient l'un des couples intellectuels les plus influents de l'époque, et leur relation avec Angie lui a offert un monde entièrement différent de celui d'Hollywood, un monde de discours politiques, d'échanges culturels et de diplomatie. Lorsque John Kenneth Galbraith a été nommé ambassadeur des États-Unis en Inde sous la présidence de John F. Kennedy, Angie s'est rendue à l'étranger pour leur rendre visite. Ces visites, documentées dans les mémoires de L.S. de Galbraith, Ambassador's Journal et A Life in Our Times, ont montré qu'Angie était bien plus qu'une simple actrice. Elle était aussi une femme qui évoluait avec aisance dans les cercles intellectuels et politiques. Le fait que sa présence et ses expériences aient été incluses dans les écrits de Galbraith suggère non seulement son intimité avec la famille, mais aussi l'impression qu'elle a laissée sur ceux qui l'ont rencontrée au cours de ses voyages extraordinaires. Grâce à ses amitiés, elle a élargi sa vision du monde, acquis une perspective sur les affaires mondiales et vécu une vie au-delà des studios d'Hollywood, un privilège rare pour une jeune actrice de son époque. En 1965, Dickinson a contracté son mariage le plus célèbre et le plus marquant, cette fois avec Burt Bacharach, le brillant compositeur, auteur-compositeur et musicien dont l'œuvre allait définir une grande partie de la musique populaire des années 1960 et 1970. Leur mariage semblait au départ être une union glamour entre Hollywood et le monde de la musique. Deux personnalités prospères au sommet de leur secteur. Pendant 16 ans, ils sont restés ensemble, bien que leur mariage n'ait pas été sans difficulté. Vers la fin, ils ont connu une période de séparation pendant laquelle ils sont sortis avec d'autres personnes, ce qui reflète les tensions liées au maintien de l'intimité au milieu des exigences de la gloire, de la créativité et des luttes personnelles. Malgré leur séparation, ils ont toujours maintenu un certain lien, qui découlait peut-être à la fois de la joie et des défis qu'ils ont partagés ensemble en tant que famille. Le 12 juillet 1966, Angie a donné naissance à leur unique enfant, une fille nommée Lia Nikki Bacharach, affectueusement appelée Nikki. La naissance de Nikki a été une occasion joyeuse, mais la vie a rapidement apporté de profonds défis. Elle est née prématurément et a ensuite reçu un diagnostic d'autisme à une époque où la compréhension du public et les ressources médicales pour l'autisme étaient très limitées. La vie d'Angie et de Bert a été profondément façonnée par les soins prodigués à Nikki, et Angie, en particulier, s'est consacrée à sa fille avec une dévotion remarquable, renonçant souvent à des opportunités professionnelles pour être plus présente dans sa vie. Les difficultés de Nikki ont duré toute sa vie. Et après des décennies de lutte contre sa maladie
et les difficultés connexes, elle s'est tragiquement suicidée le 4 janvier 2007. 7 à l'âge de 40 ans. Cette perte a été dévastatrice pour Angie, qui n'a jamais cessé de parler de Nikki avec amour et tristesse, reflétant le lien indéfectible entre une mère et sa fille. Bert Bacharach, avec qui Angie avait partagé ses expériences familiales les plus heureuses et les plus déchirantes, est décédé de nombreuses années plus tard, en 2023, ce qui a mis fin à l'une des relations les plus importantes de sa vie. Dans les années qui ont suivi son divorce avec Bacharach, Angie a continué à vivre pleinement sa vie, surprenant souvent ses fans par ses choix romantiques. Dans les années 1980, elle a entamé une relation avec le musicien Billy Vera, un chanteur et auteur-compositeur qui a connu le succès grâce à ses interprétations émouvantes et ses badzas sans ses balades, etc. Leur romance était si affectueuse et publique qu'Angie est même apparue dans le clip vidéo de son single I Can Take Care of Myself. Cette collaboration en jouet a révélé une autre facette d'elle, une volonté d'entrer dans de nouveaux mondes, d'embrasser le travail de son partenaire et de montrer une sensibilité plus légère et plus moderne, alors que les clips musicaux devenaient une forme dominante de la culture pop. Sa relation avec Vera faisait partie de sa vie après l'âge d'or d'Hollywood, dans laquelle elle explorait l'amour en dehors du mariage et au-delà des attentes et de ses premières années. Dans les années 1990, la vie amoureuse de Dickinson a de nouveau fait les gros titres lorsqu'elle est sortie avec Larry King, l'emblématique intervieweur de radio et de télévision. King, connu pour sa curiosité et sa capacité à entrer en contact avec pratiquement tous ceux qui s'asseyaient en face de lui, a trouvé une partenaire en Angie, qui était non seulement glamour, mais aussi intelligente et engageante. Leur relation a duré plusieurs années et a été marquée par le respect mutuel et la compagnie. Bien qu'elle n'ait pas conduit au mariage, elle est devenue un autre chapitre notable de la vie d'Angie, montrant qu'elle continuait à attirer des hommes de premier plan et qu'elle appréciait les relations avec des personnes dont la vie était aussi dynamique que la sienne. En ce qui concerne les personnalités d'Hollywood, Angie Dickinson était connue pour être diplomate, charmante et souvent très prudente quant à ce qu'elle disait en public. Elle avait travaillé avec des dizaines d'hommes et de femmes de premier plan dans le cinéma et à la télévision, de l'âge d'or d'Hollywood à l'ère moderne. Dans l'ensemble, Angie s'entendait bien avec ses collègues et en parlait souvent avec gentillesse dans les interviews, même s'il y avait eu des moments de tension dans les coulisses. Mais il y avait une exception, une figure qui semblait se démarquer de toutes les autres comme une personne qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter. Cet homme était Telly Savalas. Telly Savalas, bien sûr, est devenu un nom familier dans les années 1970 en tant que détective dur à cuire et chauve Kojak, célèbre pour sa phrase fétiche « Qui t'aime, bébé ?» et sa sucette omniprésente. Il était effronté, plus grand que nature et assumait pleinement son ego, tant à l'écran que dans la vie. Pour certains, cela le rendait charismatique, mais pour d'autres, en particulier ceux qui devaient traiter avec lui de près, sa personnalité autoritaire était impossible à gérer. Pour Angie Dickinson, il n'était pas seulement difficile, il était intolérable. Elle a admis dans de rares moments de franchise que son dédain pour lui allait au-delà de la version ordinaire. « Je peux honnêtement dire », a fait remarquer Angie un jour, que je détestais vraiment Telly Savalas plus que quiconque avec qui j'ai jamais travaillé à Hollywood. C'était un aveu choquant de la part d'une femme qui gardait habituellement ses critiques privées, mais cela révélait à quel point Savalas l'avait profondément agacé. Angie a expliqué que si de nombreux acteurs avaient leurs bizarreries, leurs égos ou même leurs moments de grossièreté, Telly était quelque chose d'entièrement différent. Il était arrogant au point d'être cruel, a-t-elle poursuivi. Il avait cette façon de faire en sorte que tout le monde sur le plateau se sente petit, comme s'il était le roi et que nous étions juste là pour nous prosterner devant lui. Je ne pouvais pas le supporter, je ne pouvais pas le supporter. Une partie de l'animosité venait de la façon dont Savalas se comportait dans un cadre professionnel. Selon Angie, il exigeait une attention constante, rejetait les contributions des autres et dégageait un air de supériorité qui empoisonnait l'atmosphère de travail. Telly pensait qu'il était intouchable, a-t-elle dit.
Il se promenait comme s'il était le maître du monde, et si vous n'étiez pas prêt à flatter son ego, alors vous étiez son ennemi. Eh bien, je n'allais pas flatter son ego, et c'est ce qui a fait de moi sa cible. À partir de ce moment-là, nous étions en guerre. Ce qui rendait la haine d'Angie encore plus profonde, c'est qu'elle ne reposait pas sur un seul mauvais incident ou un malentendu. Ce n'était pas une dispute ou un choc de personnalité, c'était une tension soutenue et continue. Angie a révélé qu'elle redoutait chaque fois qu'elle devait partager un plateau, une interview ou même un rassemblement informel avec Savalas parce qu'elle savait que l'interaction la laisserait inévitablement épuisée et furieuse. Il avait cette façon de sourire, se souvient-elle amèrement, comme s'il se moquait de vous, même quand il ne disait rien. C'était condescendant. C'était laid et c'était constant. Chaque fois que je le regardais, je pensais « Voilà un homme que je n'aimerai jamais, que je ne respecterai jamais, que je ne pardonnerai jamais pour la façon dont il a traité les gens. » Bien que Dickinson n'ait jamais été du genre à provoquer des querelles publiques, elle a clairement indiqué que ses sentiments à l'égard de Savalis n'étaient maintenant pas une simple irritation. Ils étaient profonds et ont duré toute sa vie. Elle pouvait être aimable et indulgente avec beaucoup de ses pairs, mais quand il s'agissait de Telly, ses paroles avaient un caractère définitif qui ne laissait aucune place à la réconciliation. « J'ai déjà dit que je ne gardais pas rancune, a-t-elle admis, mais avec Telly je fais une exception. Je le détestais alors, et je n'ai jamais cessé de le détester. Certaines personnes, ça gagne votre respect. Certaines personnes, ça gagne votre amour. Telly Savalas a gagné ma haine. » Pour Angie Dickinson, qui avait travaillé avec des légendes et des géants de l'industrie, cette déclaration avait un poids énorme. Le fait de désigner un homme parmi toutes les personnalités influentes qu'elle avait rencontrées comme celui qu'elle détestait vraiment plus que quiconque en dit long sur l'impression que Telly Savalas a laissée sur elle. Ce n'était pas seulement un choc de star, c'était un ressentiment profond qui ne s'est jamais estompé, même des décennies plus tard.